Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Étienne Chouard. Étienne, bonjour. Salut. Alors Étienne Chouard, on va se tutoyer, on se tutoie Oui. dans la vraie vie, donc tutoyons-nous à l'antenne. Oui. Étienne Chouard, tu es chercheur en cause des causes. Non. Pour faire court, On non. peut dire chercheur non, on peut pas en dire cause des causes. Très bien. C'est pas moi qui. Ça commence bien. Je cherche la cause des causes, mais je suis pas chercheur en cause des causes. Oui, c'est pas une étiquette. Je cherche la cause des causes, ouais. Des injustices sociales. Donc tu cherches la cause des causes des injustices sociales. Tu es professeur dans le sud de la France, à Marseille. Ouais. Tu travailles depuis 2005 en 2005, tu as commencé à travailler sur la constitution, l'anti-constitution européenne qui avait été proposée à la votation. Tu t'es très vite rendu compte que justement, ce n'était pas du tout une constitution, mais que c'était une anti-constitution. Un projet antidémocratique, précisément. Et tu l'as souvent dit, tu t'es réveillé politiquement au moment de cette échéance électorale. Et depuis, tu sillonnes la France, tu travailles, tu as monté un site internet qui est de plus en plus complet sur tous ces sujets, la démocratie authentique, le tirage au sort. Donc on va parler de tout cela. On en a déjà parlé à cette antenne. La plupart des auditeurs, je pense, sont au courant de ces questions. On en a débattu des dizaines de fois à l'antenne. Donc pour commencer, déjà, est-ce que cette présentation te satisfait? Oui, c'est un résumé, oui. J'ai l'impression d'avoir trouvé une idée et d'avoir mis au point une idée avec les autres qui pourrait tout changer, et qui est à la fois originale et prometteuse. Et elle ne fonctionnera que si on est contagieux, si on se passe le mot et qu'on devient très nombreux à la défendre. Donc c'est pas gagné du tout, ça fait à peine que commencer, mais on la met au point ensemble, c'est une espèce de cerveau collectif qui s'anime là sur Internet et autour des réunions qu'on organise grâce à Internet. Un cerveau collectif donc, qui nous aide à progresser parce qu'en fait la multitude des intervenants aide à signaler les erreurs quand il y en a. Et l'idée est prometteuse, vraiment. On prend le problème, j'ai l'impression, par le bon bout en essayant de devenir nous-mêmes constituants, nous tous. Donc l'identification de cette cause des causes, c'est un travail qui t'a pris énormément de temps aujourd'hui. Qui est peut-être pas fini, hein. Pour l'instant, j'en suis là. Bon, mais on n'arrête pas d'évoluer, hein. Alors justement, pour l'instant, aujourd'hui, la cause des causes, quelle est-elle pour toi? Alors, je commence par la fin, mais après ça on peut revenir rapidement à ce qui m'y a amené, mais il me semble que la cause des injustices sociales, c'est notre démission à tous, notre renoncement, notre peur notre abandon du processus constituant. Le fait que nous renoncions à écrire nous-mêmes la Constitution, le fait que nous ne nous sentions pas capables d'écrire nous-mêmes la Constitution, le fait que nous n'imaginions même pas de modifier notre Constitution, le fait que nous ne savions même pas ce que c'est qu'une Constitution, est la source de notre impuissance politique et donc des injustices contre lesquelles nous n'arrivons pas à lutter puisque nous sommes impuissants. On passe notre temps à tempêter chacun de notre façon, l'un sur le nucléaire, l'autre contre les injustices dans l'entreprise, ce troisième contre la pauvreté, ce quatrième sous forme de syndicalisme, celui-là sous forme de lutte contre le racisme, celui-là, etc. Celui-là va spécialiser sur le logement des démunis. Sur tous ces fronts, nous nous battons, enfin, ce sont d'autres que moi, mais enfin bon, nous autres humains, les plus valeureux d'entre nous, nous battons contre les conséquences de toutes sortes de phénomènes donc, que les militants analysent. Les militants analysent les problèmes, les militants analysent les causes, ils trouvent des solutions. Nous avons tout ce qu'il faut, on a repéré les problèmes techniques, on a des solutions techniques, on a compris comment se forme la dette, on a compris comment s'émanciper de la dette, on comprend comment se forme le chantage des financiers et les maîtres chanteurs, en fait, que sont les marchés financiers. On a compris comment ça marche, on sait comment s'en émanciper.
On a compris comment fonctionne le maître chantage de l'emploi, du chômage et des maîtres chanteurs que sont les actionnaires, donc les propriétaires par rapport aux travailleurs. On a des solutions et dans aucun des cas, et je pourrais continuer la litanie de nos résistances, hein, et dans chacun de ces cas, le point commun de tous ces cas, c'est que nous avons identifié les conséquences, nous nous bagarrons contre les conséquences en proposant des solutions et en étant totalement indifférents à notre impuissance politique qui fait que toutes ces énergies ne peuvent pas déboucher parce que, par construction juridique, nous sommes impuissants. Alors, cette impuissance politique, je prétends, et je vois bien qu'elle ne tombe pas du ciel, ce n'est pas une loi divine, elle est programmée quelque part, dans un texte, dont tous les gens normaux se foutent, et à mon avis c'est ça le problème. Et par contre, les banquiers s'en foutent pas, ils ont bien compris. Les industriels et les banquiers écrivent les constitutions. La constitution européenne a été voulue, pensée par les cartels, les multinationales. Ça a été imaginé d'abord dans l'entre-deux-guerres en Europe. Hein. Les industriels et les Allemands, les industriels et les banquiers allemands et français et anglais ont pensé l'Europe comme outil anti-républicain et anticommuniste dès l'entre-deux-guerres. Et c'est eux qui ont mis en place les institutions européennes. Et ça sert à ça. Ça sert à dépolitiser nos sociétés, à nous rendre définitivement impuissants. Bon, ça n'est une fatalité que si nous renonçons à prendre le problème par le bon bout. Si on prend le problème que par les conséquences, on ne réglera jamais rien. Il faut qu'on cherche la cause première de tous ces dysfonctionnements. On remonte, alors je parle des injustices sociales, nous les avons repérées, nous n'y pouvons rien, c'est donc que nous sommes impuissants politiquement. D'où vient cette impuissance politique? C'est dans la Constitution que nous n'avons aucun moyen de nous servir de la force publique, de l'armée, de la police, des juges, nous n'avons aucun moyen de nous servir de ces forces publiques pour changer les choses. C'est écrit dans la Constitution, mais pourquoi est-ce que dans la Constitution est toujours programmée l'impuissance populaire et la puissance des professionnels de la politique? Il me semble que c'est parce que ce sont toujours des professionnels de la politique qui écrivent cette constitution qu'ils devraient craindre. Alors, mais comment ça se fait que partout dans le monde, les professionnels de la politique écrivent ce texte qu'ils devraient craindre alors que ça devrait être d'autres, le peuple par exemple, tiré au sort par exemple? Eh bien, je pense que c'est parce que nous les laissons faire. Je pense que ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la faute des professionnels de la politique qui, eux, ils font ce que nous leur laissons faire. Ils n'ont pas de limite, ils en profitent. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'ils trouvent une limite, mais on a là un exemple important. Les professionnels de la politique, n'ayant pas de limite imposée par le peuple, en profitent pour écrire la Constitution, cocagne, belle aubaine. Ils arrivent donc à programmer leur puissance à eux et notre impuissance, et après ça, c'est un boulevard. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous n'avons plus... Même quand on descend dans la rue, ils s'en tapent. Mais ça n'est un piège et une impasse que si on reste aveugle à la cause première, quoi. Moi, la cause première, je la vois dans notre démission. Notre démission à écrire notre contrat social. Donc, comme on est très faible, qu'on nous a désarmés, que nous n'avons plus aucun moyen, nous n'avons aucun pouvoir juridique, économique, politique, et qu'on n'a que notre parole et notre nombre, nous avons chacun une toute petite force de rien du tout, mais comme on est des milliards, si on additionne ces forces au même endroit, bien précisément, ça peut marcher. Hein. Si on est des millions, des dizaines de millions, des milliards sur la Terre, à dire, ok, on oublie temporairement la complexité des conséquences et des dysfonctionnements. On a compris que centralement, la prochaine fois qu'on s'insurge, il va y avoir une constituante. Il ne faut pas que ce soit les professionnels de la politique. Il ne faut pas que cette constituante soit élue parmi des candidats. Il faut qu'elle soit tirée au sort, soit nous écrivons tous la Constitution et on se débrouille pour rapprocher les projets. Mais il ne faut pas que ce soit les professionnels de la politique qui écrivent la Constitution. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Si l'humanité prend conscience de l'importance de cette règle et mute, devient constituante, devient capable de vouloir écrire sa Constitution, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'inédit dans l'histoire des hommes, quelque chose de nouveau. Alors, ça ne marchera peut-être pas du tout. Hein, peut-être que les gens ne seront pas capables de se passer le mot, de trouver l'énergie pour s'en occuper au lieu de s'occuper du reste.
Voilà, moi je me bagarre pour ça. Donc quand je fais les conférences, je les suis toujours maintenant d'un atelier constituant pour prouver ce que je dis. Euh, N'importe qui est capable d'écrire un article de constitution. Bon, il faut réfléchir, hein, mais c'est à la portée de tout le monde. Et il faut décomplexer là-dessus. Il faut se décomplexer. Et comme c'est central et important, ben, ça vaut le coup de se donner un peu du mal. C'est pas compliqué. Et si c'est vous qui l'écrivez, ce sera... euh, c'est garanti, c'est sûr. Ce sera 1000 fois mieux que si c'est Giscard d'Estaing. Oui. Parce que Giscard d'Estaing est en conflit d'intérêts. Donc il a un intérêt contraire à l'intérêt général. C'est pas parce qu'il est bête. Il est même très malin, mais il est juste en conflit d'intérêts. Il a un intérêt personnel, Giscard d'Estaing est comme tous les professionnels de la politique, il a un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Au moment d'écrire la Constitution, il est en conflit d'intérêts. Il ne devrait pas écrire la Constitution. Des gens que tu rencontres, de ces ateliers constituants que tu organises, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire surtout si tu constates une évolution ces dernières années? D'après toi, est-ce que tu as une idée du chiffre de personnes qui sont motivées par cette idée-là? Et même sans parler de chiffres, comment tu ressens l'évolution de ces idées ces dernières années? Alors, l'évolution, je la sens très positive. Je sens qu'il y a de plus en plus de monde qui s'approprie, qui trouve naturel l'idée du tirage au sort, qui reconsidèrent le mot démocratie et qui comprennent que l'élection n'est pas démocratique mais oligarchique, aristocratique puis oligarchique, et que la seule procédure démocratique digne de ce nom, c'est le tirage au sort, avec tous les contrôles des tirés au sort qui vont avec. Évidemment, on n'est pas obligé d'être bête, hein, on peut faire un tirage au sort astucieux, qui prend acte de nos imperfections, sachant qu'on va tirer au sort peut-être quelqu'un qui est incompétent, peut-être quelqu'un qui est malhonnête. On va le contrôler, bien sûr, le tirer au sort. On ne va pas tirer au sort et lui donner le même pouvoir qu'on donne aux élus, hein. Mais donc le tirage au sort intelligemment institué avec tous les contrôles qui vont bien permettrait au peuple de garder beaucoup plus de pouvoir qu'avec l'élection. L'élection, par construction, elle nous dépouille. Par construction, quand nous élisons quelqu'un qui est meilleur que nous, par définition, hein, si on l'élit, c'est qu'on le considère comme le meilleur, par construction, nous dépossédons, nous renonçons à l'action politique. C'est pas une fatalité, ça. C'est juste un système qui a été construit par des élus contre nous. Mais voilà, donc tant qu'on les laissera écrire les règles, ils les écriront. Donc ce que je vois, c'est que dans les ateliers constituants, j'ai pas n'importe qui en fait. Il y a des gens qui connaissent mon travail ou qui en ont entendu parler, et c'est pour ça qu'ils viennent. Quelquefois, j'en vois qui n'ont jamais vu le truc, parce qu'ils sont amenés. C'est des amis qui les font venir. Et ça marche tout aussi bien, hein, quand c'est quelqu'un qui a jamais vu. Mais c'est vrai que je pourrais me dire quand même que comme c'est des gens qui connaissent déjà un peu la question, il y a un biais. Je ne parle pas à n'importe qui dans les conférences. C'est des gens qui sont venus, qui ont fait le geste de venir. Mais je ne teste pas mon idée que dans ce cadre-là. Quand je voyage en train, par exemple, j'engage la conversation avec les gens qui sont autour de moi, qui ne sont pas venus à une conférence, que je rencontre par hasard dans le train, et à qui je fais une espèce de résumé de ce que je dis en conférence pour leur expliquer, parce que ça les intéresse très vite, tout de suite. Et puis quand on s'y colle à essayer de voir quelles sont leurs idées pour, pour ce qui concerne le domaine de la Constitution, mais c'est très sensé, et je vérifie à chaque fois que les gens les plus simples et les plus ignorants de ce qu'est même une constitution sont capables, très vite, il ne faut pas une heure, déjà de sortir des idées élémentaires. C'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes. Ce dont on a besoin, c'est pas compliqué, hein. Il faut séparer les pouvoirs, il faut affaiblir les pouvoirs, il faut tenir les pouvoirs sous contrôle, un contrôle permanent avec une initiative populaire supérieure, prioritaire, prenant le pas sur tous les pouvoirs, des institutions qui nous permettent de nous protéger de nous-mêmes d'ailleurs, des institutions qui permettent de nous protéger contre les coups de sang d'une assemblée, donc les erreurs d'une assemblée, les injustices d'une assemblée. Une assemblée peut se tromper, même populaire évidemment, peut se tromper, mais des institutions bien pensées nous obligeraient à reconsidérer une décision, même populaire, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Les Athéniens avaient comme ça des tas de rouages qui leur permettaient de détecter les erreurs et de les corriger quand ils s'apercevaient qu'elles avaient eu lieu. Donc, alors, combien on est, j'en ai aucune idée. Je vois bien qu'on est de plus en plus nombreux.
à mon avis, c'est très important qu'on ne sache pas exactement combien on est ni qui on est. Parce que les oligarques, ils vont nous voir venir avec le tirage au sort, et si on est un tant soit peu dangereux, on va se faire discréditer d'abord, enquiquiner au dernier degré ensuite, et puis éliminer sociologiquement ou physiquement s'il le faut ensuite. C'est-à-dire que ces gens-là, les possédants, les puissants du moment, nous montrent depuis 200 ans et plus encore que euh, quand il s'agit de conserver leurs privilèges, ils sont prêts à nous massacrer, à massacrer tout ce qui bouge. Hein, je veux dire, ils tirent sur sur les mineurs en grève. À chaque fois à chaque fois que la cariatide, comme dit Guillemin, bouge, c'est-à-dire le peuple, hein, avec une chance de succès, il se fait tirer dessus. Et c'est sanguinolent. Mais c'est pas la faute du peuple, hein, ce sont les privilégiés qui tirent sur le peuple pour garder leurs privilèges. Et donc ça va arriver là aussi. Donc si on fait un parti, un mouvement, on va devenir comme fiché, hein. Ça va être très facile pour les riches de. Alors je pense que les riches, c'est les ultra riches, hein. C'est une poignée, c'est 1 pour 1000 de la population. C'est ces personnes que vous connaissez, hein, autrement que dans les magazines. Euh, il vaut mieux qu'on soit désorganisé, comme ça on est insaisissable. Oui, il me paraît plus intéressant d'avoir une structure éclatée, d'avoir Mm. des petits groupes s'auto-organisent, qui peuvent se dissoudre aussi facilement que se reconstruire, Mm. plutôt que d'avoir une seule structure monolithique, un Ouais. parti quelque part. Alors, en même temps, il y en a qui brûlent d'agir et qui ont besoin de se regrouper, de regrouper des forces pour avoir un peu d'argent, pour avoir des compétences, des gens qui savent faire les choses et qui se joignent au groupe. Et donc, naturellement, presque mécaniquement, comme si c'était une loi physique, les humains ont tendance à se regrouper pour être plus forts. Et c'est complètement naturel, ça. Et il y a un groupe qui ressemble drôlement à ce que je suggère, et dont le nom est formidable, qui vient d'apparaître, c'est une association qui vient de se créer et qui s'appelle Citoyens Constituants. Je ne peux pas imaginer de meilleur nom pour décrire l'idée que je défends. Je pense que nous devrions devenir constituants. Nous ne serons citoyens que si nous mutons et nous devenons constituants. Donc une association qui s'appelle Citoyens Constituants, c'est, je crois, le nom qui cible bien. On est à l'os là, on est vraiment sur l'essentiel. Voilà. Si on doit résumer avec le moins de mots possible, la solution de toutes les injustices sociales, la solution, le truc qui peut tout changer, c'est citoyens constituants. Des gens qui se mettent en tête de plus laisser des adultes écrire la Constitution pour les enfants qu'ils reconnaissent d'être. Euh, si vous voulez faire quelque chose de concret pour aider à ce que cette idée se développe, vous pouvez adhérer à cette association. Moi, j'y ai adhéré ce matin. Je me suis demandé longtemps si j'allais faire ça, parce que je suis dans aucune association. Puis, en fait, avant-hier, j'ai adhéré à une association qui s'appelle les Amis de Guillemin, ou quelque chose comme ça. Et donc, je suis maintenant à 3 ou 4 associations, les Amis de Guillemin, les Amis d'Alain, Citoyens Constituants. Je suis plus sans association. Bon, c'est des associations qui ont beaucoup de sens pour moi. Euh, c'est quelque chose. Je suis partagé, moi, sur cette idée-là, parce que, comme je vous dis, hein, si on fait une structure qui nous regroupe tous, c'est comme si on donnait nos noms à ceux qui vont organiser les rafles quand ça va venir. Alors que si on dit à personne qu'on est en train de muter et de convaincre ses voisins et de convaincre ses collègues de travail, et qu'on le dit on le dit nulle part, on le proclame pas, on le fait. À mon avis, on est plus résistant à l'oppression qui vient. Dans l'histoire de France et du monde, on n'est pas, comment dire, on n'est pas tombé de nulle part. On a des anciens qui nous aident. Tu viens de citer Guillemin, tu citais la cariatide. Je crois que c'est Hugo qui Oui. appréciait beaucoup ce terme. Tu viens de citer Alain aussi. Mm. On pourra parler de Robespierre. Mm. Ça vient pas de nulle part tout ça. Il y a quand même dans notre passé des penseurs, des écrivains, Mm. des auteurs, des personnes qui nous ont lancés, on pourrait dire. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot de ces grands penseurs français ou suisses ou étrangers qui t'aident à avancer sur ces idées-là? Mm. Celui que j'aime beaucoup, beaucoup lire et qui me paraît séminal, c'est lui qui sème les graines vraiment les plus importantes, c'est Rousseau.
Rousseau qui est lui-même inspiré par Jésus, je découvre ça avec Guillemin, hein. Alors moi je suis athée, hein, je crois ni en Dieu ni en diable, mais je vois bien que les valeurs du personnage conceptuel au moins qu'est Jésus, parce que finalement pour moi peu importe qu'il existait ce gars-là, le personnage conceptuel de Jésus, et indépendamment complètement de toute église, défendait des valeurs qui sont quand même sympas, quoi, hein, le partage, le pardon, l'amour, quoi, hein, en général. C'est quand même assez irréprochable. Et finalement, Rousseau était très croyant, et c'est Guillemin qui me rend sensible à cette réalité qui m'avait complètement échappé avant. Guillemin trace les penseurs qui sont à la fois croyants, donc qui croient aux valeurs christiques de Jésus, et puis se préoccupant principalement des pauvres. Et ce sont ces gens-là que suit Guillemin, que étudie Guillemin, et dont Guillemin perpétue la mémoire des luttes. Donc c'est Rousseau, c'est Lamartine, c'est Victor Hugo, c'est Tolstoï, c'est Zola. Et, et c'est vraiment bien utile pour fabriquer le monde qu'on voudrait voir advenir, de bien intégrer à la fois ce qu'avaient pensé ces grandes personnes qui avaient passé un temps fou en fait à réfléchir à une société plus juste, intégrer leurs pensées et puis découvrir et réfléchir à leurs limites, aux problèmes qu'ils n'avaient pas su régler, et imaginer, nous, ce qui leur manquait, donc ajouter quand j'ajoute le tirage au sort de l'Assemblée constituante, par exemple, ou la déprofessionnalisation des acteurs constituants, ou je cherche d'autres façons de le dire pour être sûr que tout le monde a compris, le désintéressement des acteurs constituants, ça, à mon avis, c'est une pierre nouvelle, c'est quelque chose qui va se rajouter à ce que nos parents avaient pensé, mettre de façon centrale, mettre au centre de nos préoccupations l'honnêteté des acteurs constituants. Je crois que ça va rendre possible les rêves de nos parents. Montesquieu pensait à séparer les pouvoirs, mais il n'a pas dit faites attention à qui écrira la Constitution. Montesquieu disait pour que le pouvoir n'abuse pas, il faut que par la nature des choses, ça veut dire par la Constitution qu'on met en place, le pouvoir arrête le pouvoir. Et il suggérait qu'on sépare strictement le législatif de l'exécutif et du judiciaire. Aujourd'hui, nous ajouterions la télé, auquel Montesquieu pouvait bien sûr pas penser, et la banque, auquel bien sûr Montesquieu pouvait pas penser. Mais en ajoutant ces deux pouvoirs, on en aurait 5 à séparer, mais cette séparation des pouvoirs et cette initiative citoyenne qu'il faudrait protéger, et ces mandats courts non renouvelables qui permettraient de déprofessionnaliser la politique, etc., tout ça, toutes ces règles protectrices de la multitude ne pourront être écrites que si on fait attention à l'honnêteté des acteurs constituants. Si vous laissez Sieyès, ce gredin cupide, cet enfoiré, cette espèce d'affreux Jojo, un épouvantable bonhomme, si vous le laissez écrire la Constitution, c'est mort. Vous êtes condamné aux travaux forcés. Vous êtes dans les pattes d'un esclavagiste, d'un gars pour qui le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. C'est la morale de Voltaire, quoi, hein. Ça n'est une fatalité que parce que nous laissons ces gens-là, nous renonçons à leur imposer qui va écrire la Constitution. Bon, donc voilà, à mon avis, ce serait bien qu'il y ait pas tout le monde, mais un grand nombre de personnes qui adhèrent à Citoyens Constituants pour donner de la force à ce mouvement. C'est paradoxal, je ne sais pas quoi dire là-dessus, je n'ai pas de certitude. À mon avis, ce serait bien qu'il y en ait un bon nombre qui restent aussi à l'écart parce que ça ferait une partie insaisissable après les rafles, qui resterait pour continuer à semer les graines et à la bagarre de façon anonyme, souterraine, pour qu'on soit le plus grand nombre au moment où ça va péter. Le plus grand nombre, après que ça ait pété, à dire non, l'Assemblée constituante, elle ne doit pas être élue. L'Assemblée constituante, on tient à ce qu'elle soit tirée au sort. Il faut que ce soit n'importe qui. Et puis non seulement elle sera tirée au sort, mais en plus on va surveiller ce qu'elle fait.
elle va être contrôlée par une deuxième chambre tirée au sort qui vérifiera qu'elle suit bien sa mission. Donc, si on est des millions à exiger ça, à avoir cette exigence intérieure en disant la prochaine fois qu'on écrit la Constitution, c'est nous qui l'écrivons. C'est ceux parmi nous, des gens normaux, qui ont été désignés par le sort et qui sont surveillés par d'autres tirés au sort. Si on est assez nombreux pour l'exiger et que ça advient, il va se passer quelque chose de nouveau. Je ne peux pas dire exactement quoi, je ne sais pas dans quelle mesure, dans quelle proportion ça fonctionnera, mais ça me paraît être la bonne direction. La première fois qu'on a discuté tous les deux à cette antenne, c'était en octobre 2011, si ma mémoire est bonne, et tu nous avais dit à l'époque qu'à chaque fois que tu rencontrais quelqu'un, qu'à chaque fois que tu dialoguais avec quelqu'un, tu discutais avec quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord, tu progressais, Oui. Et que toute opposition, finalement, tout argument contradictoire te fait progresser. Voilà, est une chance de progresser. Donc on va ouvrir le standard pour que les auditeurs puissent justement poser leurs questions et nous donner une occasion de progresser tous ensemble. 08 92 23 95 20, c'est le numéro du standard pour intervenir donc et poser vos questions en direct à Étienne Chouard. 08 92 23 95 20. Et justement, c'est la question que je voulais te poser, cette progression que tu trouves dans la voix des autres, dans les yeux des autres, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous dire, voilà, depuis 3-4 ans, à quel point ces rencontres avec des antivirus, avec des citoyens constituants, comment ces rencontres t'ont fait progresser et qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'aborder ce travail? Alors, ce n'est pas tellement les rencontres avec les antivirus ou les citoyens constituants qui me fait progresser, puisque précisément on est d'accord. Sur l'essentiel, vraiment, on est d'accord. Non, c'est plutôt les rencontres avec des opposants, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me font progresser. Le dernier en date, c'était Florence Gauthier, avec qui j'ai eu un échange sur le choix qu'il y a à faire entre tirage au sort et suffrage universel. On peut retrouver la vidéo du débat sur Internet. Ouais. Il y a un vrai choix de société, à mon avis, à faire entre suffrage universel, qui est une escroquerie, à mon avis, et tirage au sort. Enfin, le suffrage universel est une escroquerie, comme il nous l'est présenté en ce moment. C'est-à-dire que quand on nous réduit à désigner des maîtres parmi des gens que nous n'avons pas choisis et qui vont tous décider à notre place pendant 5 ans, sans pouvoir rien faire en cas d'abus de pouvoir, faut pas me dire que c'est du suffrage universel, c'est du foutage de gueule, ça n'a rien à voir avec la démocratie, c'est juste de la servitude organisée par des voleurs de pouvoir. Mais on pourrait imaginer un autre suffrage universel dans lequel le mot signifierait suffrage, c'est-à-dire expression d'une opinion, pour voter des lois, directement, plutôt que pour désigner des maîtres qui vont eux-mêmes voter les lois à notre place. Et à ce moment-là, le suffrage universel serait le signe d'une autonomie, d'une condition adulte sur le plan politique, qui n'aurait rien à voir. Ce serait un suffrage universel digne de ce nom. Le suffrage universel dont on nous parle aujourd'hui, dont on nous rebat les oreilles comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté, c'est une escroquerie. Et j'ai un débat, alors c'est un premier, j'espère qu'il y en aura d'autres, avec Florence Gauthier, qui trouve l'idée insupportable, qui dit que le tirage au sort est obscurantiste. Bon, à mon avis, je me trompe peut-être, mais à mon avis, elle n'a pas assez bossé la question. C'est une réaction, comment dire, épidermique. Première réaction. Bon, alors, elle me rentre dans l'art. J'essaye de ne pas réagir pour pas escalader, quoi. Je cherche le vrai, quoi. Je cherche pas à avoir raison et à montrer qu'elle a tort. Je cherche le vrai. Donc, dans ce qu'elle dit, il y a des tas de choses qui sont utiles. Mais voilà, il faut discuter pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Nous sommes avec Étienne Chouard aujourd'hui pour poser vos questions en direct 08 92 23 95 20. Tu dis Étienne, je cherche le vrai, ce qui veut dire ne pas spectaculariser le débat en parlant plus fort, en essayant d'écraser l'autre avec des arguments, mais simplement en écoutant réellement ce qui est dit et en répondant aux arguments qui sont faits, ce qui est une pratique dans le débat public qui malheureusement semble se perdre de plus en plus. Alors, je voudrais vous signaler quelque chose dont je vous ai peut-être parlé, je ne me souviens plus. Il y a
il y a une version des Essais de Montaigne qui est extraordinaire. Alors, les Essais de Montaigne, je les avais dans une version en vieux français. C'était à la mode pendant des décennies, peut-être même des siècles, d'essayer de rester proche de la langue de Montaigne pour garder le sel, l'élégance de cette vieille langue. Et j'arrivais pas à entrer dedans. C'est-à-dire que c'est tellement loin de notre façon d'écrire que c'est juste incompréhensible. Et j'avais ces essais de Montaigne, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'entendais bien de nombreux intellectuels dire que c'était formidable, et puis moi, j'arrivais pas à y entrer. Et puis j'ai découvert une version en français moderne, donc réellement compréhensible. Donc c'est la traduction de Lanly, c'est aux éditions Quarto. Donc c'est les gros bouquins, la collection bouquins d'ailleurs, je crois, où on a les essais en langage intelligible, compréhensible par le commun des mortels. Mais là, c'est une fontaine d'intelligence, hein, c'est une merveille ce bouquin. Ce bouquin-là, il vaut de l'or, vraiment. Alors là-dedans, il y a un chapitre particulièrement intéressant par rapport à ce qu'on disait, qui s'appelle de l'art de la conversation. Sur l'art de la conversation, chapitre 8 du livre 3. Je pourrais vous lire quelques passages, c'est vraiment formidable, quoi, hein. Montaigne parle, et en fait, l'intérêt de Montaigne, mais c'est un livre de chevet ce bouquin, ça nous suit toute une vie, hein. L'intérêt de Montaigne, c'est que il prend le temps. Bon, il est rentier, il est à une époque de sa vie où il n'a plus besoin de travailler pour vivre. Et il se retire dans sa tour d'ivoire, il lit et il réfléchit et il s'observe lui-même avec un tel degré à la fois de précision et d'honnêteté que dans ce qu'il dit de lui-même, il nous décrit. Nous nous retrouvons dans ce qu'il dit parce qu'il est très honnête. Et il nous fait gagner un temps fou en nous rendant sensibles des choses importantes, mais qui se perdent dans le quotidien, dans le flot de ce qui nous arrive. Et c'est vraiment... les essais de Montaigne, c'est un puits de progrès possible pour chacun d'entre nous, à condition de s'y plonger de temps en temps. On ne lit pas les essais de A à Z, c'est un gros bouquin. Il n'y a absolument pas besoin de le lire en entier. Rentrer dedans, commencer à lire quelques pages, et puis méditez-les. On n'est pas pressé. Et alors, les passages de ce chapitre 8 qu'on pourrait citer, c'est par exemple celui-ci, moi qui m'instruis mieux par opposition aux modèles que par leur imitation, et en les évitant qu'en les suivant. C'est cette méthode d'instruction qu'avait vu Caton l'Ancien quand il disait que les sages avaient plus à apprendre des fous que les fous des sages. Il donne un exemple. L'horreur de la cruauté me pousse plus profondément par contre-coup, donc par réaction à la clémence, qu'aucun modèle de clémence ne saurait m'y attirer. C'est-à-dire que c'est pas en me faisant la leçon sur la clémence que vous allez m'attirer à la clémence, c'est plutôt en me montrant des contre-exemples que par réaction et par opposition, je vais progresser. Moi, ça me fait penser à Sartre qui disait qu'on apprend qu'en s'opposant. Il explique aussi, tous les jours, le sot comportement d'un autre me donne un avertissement et un conseil. Ce qui pique désagréablement touche et éveille mieux que ce qui plaît. C'est intéressant ça. Je veux dire, je ne sais pas si ça passe à la radio comme ça, mais quand on le lit, on peut le relire, se le repasser, s'en imprégner. C'est très utile ça. Et donc ça rejoint ce que je vous dis quand je vous dis que j'ai besoin de mes adversaires pour progresser. C'est tout à fait, je retrouve ça. Quand il dit la conversation apprend et exerce en même temps. Si je discute avec un esprit vigoureux et un rude jouteur, il me presse les flancs, il m'éperonne à droite et à gauche, ses idées stimulent les miennes. La rivalité, la recherche d'une certaine gloire, la lutte, me pousse et m'élève au-dessus de moi-même, tandis que l'accord est une chose tout à fait ennuyeuse dans la conversation. C'est tout à fait ça. J'entre en conversation et en discussion avec une grande liberté et beaucoup de facilité, parce que l'opinion ne trouve pas en moi un terrain très approprié pour y pénétrer et y pousser de profondes racines. Il n'y a pas d'affirmation qui m'étonne et me trouble, il n'y a pas de croyance qui me blesse, quelque opposition qu'elle est avec la mienne. Il n'y a pas d'idée, si frivole, si extravagante soit-elle, qui ne me semble pas bien conforme à la production de l'esprit humain. Et le plus important, c'est ça, là. Nous n'aimons pas la rectification de nos opinions. Il faudrait au contraire s'y prêter. On n'aime pas être contredit. Et pourtant, on devrait chercher la contradiction. Il faudrait s'y prêter et s'y offrir, notamment quand elle vient sous forme de conversation.
non de leçon magistrale. C'est pas agréable de recevoir un cours. Mais par contre, une conversation amicale, bienveillante, dans laquelle on se fait contredire, il n'y a rien de plus propice au progrès. À chaque opposition, on ne regarde pas si elle est juste, mais à tort ou à raison, comment on s'en débarrassera? Au lieu de lui tendre les bras, nous lui tendons les griffes. Je supporterais d'être rudoyé par mes amis, qui me diraient « tu es un sot, tu rêves ». J'aime qu'entre hommes de bonne compagnie, on s'exprime à cœur ouvert, que les mots aillent où va la pensée. Quand on me contredit, on éveille mon attention, mais non ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune de l'un et de l'autre. On ne peut pas résumer mieux, pour moi, l'idéal d'une conversation. On ne cherche pas à prouver que... Je ne cherche pas, dans une conversation, à prouver que j'ai raison. Je cherche le vrai. Si mon interlocuteur fait la même chose, on va progresser tous les deux, c'est sûr. Alors que si on cherche à montrer qu'on a raison, c'est mort. La vérité va pâtir dans les deux cas. Je fais fête à la vérité, dit Montaigne. Je fais fête à la vérité, et je la chéris en quelques mains que je la trouve. Et je me livre à elle, je lui tends mes armes vaincues d'aussi loin que je la vois approcher. Et pourvu qu'on n'y procède pas avec un air trop impérieux d'un maître d'école, les manières comptent quand même, je prête l'épaule aux reproches que l'on fait sur mes écrits. Etc. Enfin, je vous recommande le Montaigne, c'est... Pour décrire l'art de la discussion, là, en l'occurrence, puis il y en a d'autres, il y a un chapitre merveilleux sur l'éducation. Enfin bon, tous les essais de Montaigne sont... Mais dans l'édition en français moderne. En français moderne de Lanly, D'accord. chez Quarto. Eh bien, nous avons des auditeurs, alors peut-être pas forcément des contradicteurs, on va le voir. On accueille Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour. Nous t'écoutons. Bonjour Étienne Soir. Bonjour Alexandre. Vous pouvez m'appeler Étienne. Donc une petite parenthèse avant ma question et mes propos de la discussion. Vous avez fort raison de craindre les rafles, etc. Car je ne sais pas si c'est une synchronicité ou un clin d'œil du hasard ou que sais-je, mais vous avez comme prénom le prénom du premier chrétien qui a été lapidé et dont Paul gardait les vêtements des lapideurs à l'époque des premiers jours du christianisme. Donc c'est intéressant lorsque on fait ce petit coup dans le rétroviseur. Enfin, j'ai pas choisi mon prénom. Non, mais justement, c'est là où c'est plus subtil encore. Comme quoi les destins, quelquefois, ouais. C'est très intéressant. Il est possible qu'il y ait des Étienne qui aient été des affreux Jojo dans l'histoire quand même. Ah oui, bien sûr, mais j'ai retenu celui-ci, moi, par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure, notamment avec M. Guillemin, par rapport à Jésus. Donc c'est la raison pour laquelle ça m'a fait penser à ça. Ouais, effectivement, il doit y avoir des Étienne pédophiles, alcoolos, et que sais-je. Voilà, c'était la relation qui m'avait fait penser à ça. Alors, justement, au travers de M. Guillemin, où j'ai mangé à peu près 4 ou 5 heures de vidéo, fort instructive au demeurant, il s'avère qu'il y a un point épineux qui me gratouille le cortex, c'est la Banque de France. Donc, j'aimerais que vous abordiez assez, si j'ose dire, que vous parliez plus sérieusement de la structure de la Banque de France et de ses administrateurs et comment cet outil, ce rouage essentiel pour reprendre l'autonomie souveraine de la monnaie, comment elle serait structurée compte tenu de l'historique de la Banque de France et de ce qu'elle a malheureusement fait jusqu'à présent. Donc ça c'est une question, comment est structurée la Banque de France par rapport à cette nouvelle constitution. Et puis ma question sur les constituants, quel est l'argument et comment répondre à ceux qui ils vont nous dire il se peut qu'il y ait des illettrés, des gens qui n'y connaissent absolument rien, des tordus, des gens qui peuvent être sous contrôle d'autres hommes qui ont de l'argent, de la puissance, etc.
Dans les constituants, il peut y avoir bien évidemment la trahison. Donc, au travers de ces deux structures de contrôle, au travers d'un exemple sur la rédaction d'un article, etc., comment est organisée ces deux structures, enfin la structure de contrôle par rapport à la structure des constituants. Et puis, si vous pouvez aborder l'organisation sur le plan national, est-ce que c'est l'entité du département qui reprend comment dirais-je, des constituants départementaux, ou est-ce qu'il y a une constituante nationale tirée au sort et simplement une assemblée constituante nationale, plutôt que faire comme à l'époque des cahiers de doléances, et puis ensuite remonter tout ça sur Paris. Et conservez-vous, par ailleurs, et avons-nous réfléchi sur le fait qu'il y a toujours un problème de centralisation par rapport au pouvoir issu de la constituante? Bon, alors là, il y a pas mal de questions. Sur la Banque de France, dans la société moderne, on a la division du travail, nous oblige à nous rend dépendants les uns des autres. Nous ne savons plus nous nourrir, nous ne savons plus vivre indépendamment les uns des autres. Nous ne sommes plus autonomes, nous avons besoin les uns des autres. Donc, pendant que les uns vont faire de la nourriture, les autres vont faire des voitures, les autres des routes, et nous allons avoir besoin des autres, donc nous allons avoir besoin de monnaie pour échanger. La monnaie est dans une pareille société aussi importante que le sang dans un organisme, et la décision politique de désigner l'acteur qui va créer la monnaie, qui va la distribuer, qui va décider de sa quantité, est littéralement stratégique pour une société. C'est même vital. Or, il se trouve que c'est une malchance. Il y a des acteurs privés qui ont compris avant les acteurs publics comment créer la monnaie. Et ils ont volé ce droit de création monétaire aux sociétés dans lesquelles ils vivaient. Les acteurs privés, qui se sont donc appelés les banquiers, qui étaient les commerçants, les grands commerçants d'abord, puis qui sont devenus les banquiers, puis qui ensuite sont devenus les banques centrales. Ces gens-là sont des personnes privées, d'immenses fortunes privées, qui ont pris le contrôle des sociétés par là même. C'est littéralement une catastrophe. On est très avancé dans cette mauvaise aventure. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à en sortir, parce que ces gens-là ont tout ce qu'il faut pour détruire l'ensemble du système, ou pour corrompre, ou pour semer le chaos en payant des hommes en armes qui tirent sur tout ce qui bouge et qui sèment la terreur. Claquement de doigts, et puis on disparaît. La violence qui règne chez Chavez, par exemple, au Venezuela, à mon avis, n'a rien de naturel. Je pense que les privilégiés, les grands possédants, les grands propriétaires terriens savent très bien payer des hommes de main pour semer le chaos et l'insécurité, jusqu'à ce que le peuple excédé appelle à l'ordre en votant à droite pour avoir l'ordre, pour avoir enfin la paix. Et c'est comme ça partout, à toutes les époques. Le drame, c'est que l'argent rend fou au point d'être capable de semer la terreur pour ne pas perdre ses privilèges. Alors, pour en revenir à la création monétaire, la conférence de Guillemin extraordinaire sur la Banque de France, qui est la 6e de la série sur Napoléon, qui s'appelle le caïd respectueux, ou un caïd respectueux, qui est, s'il y a une conférence que vous devez voir, bon, il en faut 2, parce qu'il y a celle sur Robespierre aussi, et la Révolution française, mais c'est vraiment... ça doit être sa meilleure conférence, là. Ça dure une demi-heure. Il faut la voir, je vous prie, il faut la voir 3 fois. Mais 10 fois, 10 fois. 10 fois. Mais toutes les conférences de Guillemin, il faut les écouter 10 fois. Toutes les conférences. Les 130, il faut les écouter 10 fois. Vous les écoutez en voiture, il faut les mettre en MP3, les mettre dans votre téléphone, débrouillez-vous. Les conférences de Guillemin, elles s'écoutent toutes. À mon avis, il n'y a pas de limite.
Oui, tout à fait. C'est un enseignement permanent, mais c'est tellement riche qu'il faut les écouter plusieurs fois, absolument, vous avez raison. Exactement. Et si nous avions un support écrit, ça serait encore mieux. Ouais, ouais. Mais ça, c'est notre boulot, hein. On est plein de virus, il y a qu'à se prendre une conférence chacun et on a les retranscriptions en une semaine, on les a toutes, hein. Guillemin a écrit beaucoup de livres aussi. Oui, il a écrit plus de 40 livres, oui, bien sûr. Mais c'est pas pareil. Dans la conférence, il y a une espèce de résumé dans un style moins soutenu, mais plus digeste, plus facile à comprendre, plus stimulant, plus pétillant, C'est la plus... différence entre le verbe et l'écrit. Et l'écrit, ouais. Surtout que vraiment Guillemin est attachant au possible. C'est délicieux, quoi. Écoutez Guillemin, c'est vraiment, il nous parle sans nous prendre pour des imbéciles, quoi. C'est plein de choses importantes et pas toujours faciles qu'il nous dit, mais il les dit si gentiment et avec une telle sincérité, une telle honnêteté par rapport à la recherche du vrai, quoi. Il sait bien qu'il peut se tromper, il cherche et il nous fait partager son travail. Non, c'est vraiment remarquable. Et alors sur la Banque de France, il explique bien comment Pergaud, un banquier suisse et une bande de financiers crapuleux ont financé, ont rendu possible la montée de Napoléon, la Révolution française et la montée de Napoléon pour obtenir la Banque dite de France, qui est en fait un outil de rapine. Qui n'a rien de franc. C'est pas du tout la Banque de France, c'est la banque Ouais. de Pergaud et sa clique, d'une bande de mafieux qui ont pris le contrôle de l'État français pour, pour condamner les Français aux travaux forcés. C'est-à-dire qu'on travaille pour eux, quoi. Et aujourd'hui, toujours aujourd'hui, on leur donne des dizaines de milliards, des centaines de milliards par an. Ça suffit, quoi, ça suffit. Alors donc, bon, Guillemin, c'est un de ceux... Alors nous, on avait beaucoup travaillé là-dessus depuis 2006. Et donc, on était au courant, bien sûr, quand on a... Mais la façon dont Guillemin le dit est vraiment très attrayante. Et c'était encore un outil de plus pour rendre sensible aux gens C'est normaux. savoureux, mais c'est quelquefois très triste de voir comment se sont barqués nos aïeux, arrière-grand-père, grand-père, père, etc. Je suis très étonné que lors des événements de mai 68, il n'y ait aucun intellectuel qui se soit posé la question sur la structure et la fondation de la Banque de France par rapport au peuple français. Mais c'est qu'on ne l'apprend pas nous-mêmes, hein, Alexandre. Le problème, moi j'ai enseigné l'économie pendant 10-15 ans, et vous êtes un responsable. oui, mais je suis co-responsable, mais il faut comprendre que c'est pas du tout malin, c'est pas une mauvaise intention. Moi, j'ai jamais appris à me défier de la façon actuelle de créer la monnaie. J'ai même pas appris de façon approfondie le mécanisme de la création monétaire par les banques privées, avec ce côté finalement complètement indépendant des banques centrales. Finalement, les banques privées créent la monnaie d'abord et la banque centrale abonde ensuite, sans limiter la création monétaire. Et tout ça est très mal étudié et très mal enseigné, y compris aux jeunes gens qui vont devenir des profs et qui, en toute bonne foi, parce qu'ils ne savent pas comment ça marche, et comme ils n'ont pas conscience de l'importance de l'enjeu pour la société tout entière, bon, ils n'approfondissent pas eux-mêmes, et puis, si vous voulez, on enseigne ça comme on enseigne autre chose. Après ça, il faut parler de l'inflation, du chômage, des investissements, du commerce international. Enfin, il y a plein de choses à traiter quand on parle d'économie, hein. Alors bon, vous parlez de la création monétaire, comme on n'a pas compris, comme on n'a pas appris à l'école, un, que c'était essentiel, et deux, que c'était une félonie, on risque pas de l'enseigner soi-même, vous savez, enfin, c'est compliqué. Mais moi c'est un hasard, hein, c'est le hasard de cette vie incroyable là, que j'ai depuis 2005 qui m'a conduit à découvrir, puis à me faire le porte-voix. Alors j'ai de la chance, quoi. J'ai la voix qui porte parce qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, donc j'en profite et je m'en sers, mais il y a du hasard là-dedans. Et ben voilà, il se trouve qu'on n'a pas eu ce hasard avant. Et là, j'ai l'impression que la société est en train de prendre conscience à la fois de l'enjeu de la création monétaire et puis des mécanismes de base qui ne sont pas compliqués du tout. C'est pas compliqué du tout, la création monétaire, hein. C'est rendu compliqué par des gredins qui ne veulent pas qu'on vienne y mettre le nez, mais si on s'en tient à l'essentiel, la création monétaire et ce qu'il faudrait changer à la création monétaire est extrêmement simple. Extrêmement simple.
Donc, la structure de la BDF, à mon avis, n'est pas très importante. C'est-à-dire que la façon dont elle est composée, son staff, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qui crée la monnaie, en quelle quantité, avec quelles conséquences, et combien ça coûte. Quel rapport avec les acteurs politiques, comment on va faire pour sortir de là, parce que compte tenu de ce que ces gens-là sont devenus si riches qu'ils sont capables de corrompre n'importe qui et de prendre le contrôle jusqu'aux acteurs politiques qui ensuite leur remettent les rênes de l'écriture des règles et des contrôles, ce qui fait que alors, bon, voilà, les banquiers se sont totalement autonomisés et nos élus travaillent pour eux. Voilà, nos élus travaillent pour les banques. C'est exactement pour moi la définition de l'extrême droite. L'extrême droite, pour moi, c'est le bi du bout des privilégiés, c'est le bi du bout de la bande des 1 pour, pas 1%, des 1 pour 1000 qui sont hyper privilégiés, qui ont pris le contrôle de l'État, donc de la puissance publique, et donc des armes. Dans un État de droit, c'est la police et l'armée qui ont le monopole de la force. Cette force publique à laquelle nous consentons, parce qu'elle doit normalement défendre l'intérêt général, et cette force publique est contrôlée par les pires gredins, les pires maîtres chanteurs qui soient. On a un vrai problème politique. Hein. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Je pense simplement que les deux sont liés avec ce que je vous disais tout à l'heure. Nous ne récupérerons pas la création monétaire et toute la souveraineté qui va avec. Nous ne récupérerons pas cette souveraineté sans écrire nous-mêmes la Constitution. La solution ne viendra pas des élus qui doivent tout aux banques. Le PS et l'UMP sont deux partis d'extrême droite, c'est-à-dire au service des banques, des multinationales et des banques. C'est des ennemis du peuple, absolument. Ils peuvent s'appeler socialistes. Nous le voyons bien au travers des arbitrages et puis de leur action politique, notamment nous le voyons en Bretagne en ce moment, avec toute les réminiscences du passé que ça génère. Et puis nous le voyons au travers de différentes applications, et notamment sur le vol, la spoliation. Mais bon, ça c'est un autre chose. Mais c'est pas nouveau. Ce qui est bien, ce qui est intéressant dans l'épargne, c'est quand même fabuleux, quoi. La rapine de ces privilégiés sur la société, qui nous condamnent aux travaux forcés et qui nous volent tout ce qu'ils peuvent nous voler, ne date pas d'hier. Ce qui est vraiment bien avec Guillemin, c'est qu'on découvre ce centre-gauche, entre guillemets, qui, dès l'époque de Thiers et le début du 19e siècle, regroupait les industriels et les banquiers, les pires crapules des agioteurs, des spéculateurs, des financiers, des voleurs en costard, mais des voleurs, et qui s'appelle centre-gauche pour être élu par les petites gens qui croient aux étiquettes. Et Guillemin explique comment Thiers a convaincu les royalistes. C'est une assemblée de royalistes. C'est 600 royalistes sur 700 députés, 600 royalistes qui ont mis en place la troisième, ouvrez les guillemets, république, fermez les guillemets, qui est en fait une réprivée. On n'est pas en république, on est en réprivé. Et grâce au suffrage universel. Ils le savent. Et on le voit bien aussi, puis je vais terminer là-dessus et laisser la place aux autres, on le voit bien également dans le choix de la défaite, Dany Lacroix, à travers de, comment dirais-je, l'abaissement de Léon Blum devant le gouverneur de la Banque de France lorsqu'il a... Au nom du Front populaire. Voilà, lorsque le gouverneur de la Banque de France lui demande, mais surtout, vous n'allez pas augmenter les salaires. Et oui. Non, oui, rassurez-vous, on ne va pas augmenter les salaires, quoi. Ouais. Je raccourcis, mais en substance, c'était un peu ça, quoi. Ouais. Voilà. Sur le... Bah, écoutez, je vais continuer à vous écouter et puis je vais laisser la place à quelqu'un d'autre parce que merci, j'ai pas envie de monopoliser la parole. Je vais répondre aux autres questions aussi. Bien sûr. Comment répondre aux gens qui disent et si dans la constituante tirée au sort, il y a des illettrés, des tordus, des espions, des traîtres? Alors, des espions, des traîtres, des tordus, pour l'instant, c'est pratiquement 100% des constituantes. C'est-à-dire que quand vous élisez des professionnels de la politique, vous n'avez que des espions, des traîtres. Alors là, c'est 100%. Si on les tire au sort, on n'en aura pas 100%. On aura quelques gens malhonnêtes et puis la plupart vont être honnêtes. Et donc, ce ne sera pas parfait. Oui, il restera des espions, il restera des tordus, il y aura des illettrés. Mais moi, les illettrés ne me font pas peur. Je pense qu'un illettré à qui on a expliqué l'enjeu et à qui on demande de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre dans une constitution, il va très vite tomber sur les contrôles des pouvoirs parce qu'il en a marre d'être impuissant politiquement et
même illettré, il saura dire, et puis c'est quelqu'un d'autre qui l'écrira pour lui, il saura dire, moi je veux que les acteurs politiques soient sous contrôle. Ce même illettré sera tout à fait capable de dire, et moi je veux, quand j'ai une idée ou quand je ne suis pas content, je veux pouvoir le dire, je veux pouvoir questionner les autres sur ce que j'ai à dire, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire. L'idée du référendum d'initiative populaire ne lui viendra pas parce qu'il est illettré, mais quand on va lui expliquer comment ça marche, il va dire c'est ça que je veux. Et il ne faudra pas une semaine, hein. En une demi-journée, il aura compris et il sera capable, tout illettré qu'il est, de voter, de vouloir et de voter une constitution bien meilleure que celle que décidera Giscard d'Estaing. Donc là, pour moi, l'objection de l'incompétence, finalement, c'est toujours la même que nous renvoient nos élus qui se comportent comme des parents avec des parents tyranniques par rapport à leurs enfants dont ils ne veulent pas qu'ils s'émancipent. Cet argument de la compétence ne vaut rien. Sur la structure pour contrôler les constituants, c'est une bonne question parce qu'on n'a pas encore beaucoup creusé. Pourtant, c'est un sujet qui est important. Comme je vous disais, la constituante va avoir un pouvoir important. Elle va écrire le contrat social. Qu'elle soit tirée au sort, centrale ou pas centrale. Si on prend nos 36 000 communes, on demande dans quelle commune voulez-vous... Alors, on propose à chacun d'écrire des constitutions, des projets de constitution, commune par commune. Il va y en avoir trop, il va falloir centraliser ça. On va s'apercevoir que finalement tout le monde écrit à peu près la même chose à quelques options près. Et on va dire, mais bon, ce serait quand même plus commode plutôt que d'essayer de regrouper 36 000 projets, ce qui est un travail d'Hercule pour rien, puisqu'on écrit tous la même chose en gros. On va tirer au sort 3-4 communes aux 4 coins du pays, on va tirer au sort quelques communes, et puis on va les laisser faire, et on va les regarder faire, et on va contrôler ce qu'elles font. Et comment va-t-on contrôler ce qu'elles font? Alors, ou bien on les vient contrôler qui veut, ou bien on tire au sort l'assemblée de contrôle de la constituante, et ça fait donc 2 chambres tirées au sort, une tirée au sort qui écrit la constitution, une ou plusieurs, hein, il peut y en avoir plusieurs, et qui éventuellement n'écrit pas une seule constitution, mais plusieurs avec des options, en disant tiens là on se dispute, on n'est pas d'accord, et ben on va faire des options, et puis les électeurs vont choisir en fait les options qu'ils préfèrent. Et puis une deuxième chambre tirée au sort qui, elle, ne sert pas à écrire la Constitution, parce que sinon on déplace le problème, et finalement c'est l'Assemblée de contrôle qui devient celle qui a le pouvoir et qui devient nécessairement elle-même aussi contrôlée. Mais donc une deuxième chambre qui n'a pas pour objectif d'écrire la Constitution, mais qui a juste pour objectif de vérifier ce que fait l'Assemblée constituante, pour vérifier qu'elle garde le contact avec le peuple, qu'elle informe le peuple, qu'elle ne reçoit pas en secret les banquiers, comme c'est ce qui se passe en Tunisie, etc. Enfin bon. Et donc cette deuxième assemblée, elle aurait un mandat de contrôle qui nous mettrait vraiment ces 2 chambres constituantes, là, une constituante et une de contrôle de la constituante. C'est sûr qu'on ferait des pas de géant dans la qualité du texte qui en sortirait. Et puis sur quelle échelle pour la constituante, vous me demandez, est-ce que c'est au niveau départemental, au niveau national, est-ce qu'on va faire comme les cahiers de doléances en laissant chacun exprimer ce qu'il souhaite sur le plan constituant, et puis on essaie de regrouper ensuite au niveau national? Je n'ai pas d'idée fixée là-dessus. J'écoute les gens, j'ai pas de certitude ni de religion là-dessus. De religion sur aucun sujet, mais je reste ouvert. Je pense qu'en discutant, on va affiner nos positions. Il me semble que d'abord, nous devrions en ce moment, tout de suite, sans attendre ce processus dont on parle, tout de suite, nous devrions faire des ateliers constituants partout, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les quartiers, dans tous les immeubles. Nous devrions multiplier les ateliers constituants. C'est pas pour écrire la Constitution, c'est pour écrire des projets de Constitution, pour nous rendre compte que nous sommes capables pour nous entraîner pour montrer aux autres que nous sommes capables écrire une constitution. Pas la constitution, d'écrire n'importe quelle constitution. Et quand nous aurons fait ce travail-là, chacun dans notre bloc d'immeuble, dans notre appartement, avec les copains, les relations de travail, quand nous serons très nombreux à nous être exercés comme ça, on aura développé une aptitude constituante qui pour l'instant est totalement éteinte parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, mais nous aurons développé une aptitude qui va nous rendre capables, le jour où ça va péter, ça y est, on a réussi, on s'est débarrassé des tyrans et maintenant il faut écrire le nouveau contrat social. Je pense que ce travail préalable des ateliers constituants va nous rendre capables d'exiger un processus honnête. Et
dans ce que vous avez décrit comme possibilité, on peut imaginer des processus honnêtes dans tous les cas. Il peut y avoir au niveau départemental, si on le fait au niveau départemental, on peut très bien imaginer qu'il y ait des processus, une centaine de processus constituants dans chaque département, institués de façon honnête, où tous ceux qui veulent viennent, où ceux qui ont été tirés au sort, si on décide de tirer au sort, sont surveillés par ceux qui regardent et qui sont autour et qui vérifient que tout se passe bien en interpellant les autres en cas de problème. Mais ça marcherait aussi bien avec une constitution nationale. Je pense que si une assemblée constituante nationale était tirée au sort et qu'elle était surveillée par nous pendant qu'elle travaille pour l'interpeller quand quelque chose ne va pas ou interpeller les autres quand quelque chose ne va pas, on pourrait instituer ça de façon très honnête en espérant de cette procédure honnête de très bons résultats. Et donc les cahiers de doléances, ça ne nous interdit pas d'en faire pour nous aider à fixer nos idées, en centralisant les cahiers de doléances et en faisant redescendre l'information sur les différentes communes pour qu'on soit au courant de tout ce qui est monté et ce qui redescend, et puis il faut organiser ça avec des mots-clés et des logiciels. Donc vous allez peut-être trouver de nouvelles idées, de meilleures idées. Quand vous avez une objection qui vous donne l'impression que j'ai tort, donc je ne suis pas sur la vérité, je suis en train de me tromper. Vous n'êtes pas obligé de me le dire comme si vous aviez gagné, c'est vous qui avez raison et moi qui ai tort, comme on disait tout à l'heure. Aidez-moi, je ne suis pas votre ennemi. Vous avez l'objection, mais c'est peut-être vous qui allez trouver non seulement l'objection, mais aussi la réfutation de l'objection avec une proposition nouvelle à laquelle nous n'avions pas pensé. On n'est pas là à se bagarrer pour savoir qui a raison, on essaye de construire un truc qui va être solide pour nous protéger des voleurs de pouvoir. Si vous trouvez une objection à ce que j'ai dit, cherchez aussi la solution au problème que vous êtes en train de mettre au jour. Alors, on va accueillir Laurent, mais je crois qu'il aura très peu de temps pour poser sa question, Laurent, malheureusement, parce qu'il a appelé dès le début, et comme les auditeurs sont limités à 30 minutes, Laurent, est-ce que tu es avec nous déjà? Bonjour. Alors, je t'invite à nous rappeler si ça coupe. Hein. D'accord, je vais essayer de faire vite. Alors déjà, je voulais dire que j'ai été profondément convaincu par les idées de M. Chouard depuis 2 ans que je suis à peu près. Malheureusement. Voilà, je suis désolé, je suis vraiment absolument désolé, Laurent, mais comme on a pris vraiment le temps de répondre à Alexandre, ton intervention, ton temps d'antenne est limité. Rappelle-nous et je te passerai en priorité immédiatement pour que tu puisses poser ta question à Étienne. Étienne, on le disait, la contradiction, le débat, la discussion authentique, pas une discussion où on veut écraser l'autre. Voilà, écraser l'autre, lui prouver qu'on a raison, que ses idées sont nulles, etc. Mais une discussion où vraiment chacun cherche la vérité et on met en commun nos forces de réflexion, nos forces de pensée pour aller vers la vérité. Comme un cerveau collectif. Comme un cerveau collectif. Tant qu'on ne sera pas dans cette logique-là de discussion, on voit bien que le spectacle qu'on nous présente dans la télé, tu parlais de 4e pouvoir ou de 5e pouvoir, ça fait aussi partie, ça conditionne aussi les gens à débattre d'une certaine manière qui est écraser, crier plus fort. Donc c'est à nous aussi de changer cette manière-là de discuter. Alors, je deviens de plus en plus incompétent pour parler de ce qui se passe à la télé, puisque je la regarde absolument plus. Je la vois par hasard très rarement, et à chaque fois je suis consterné, et je me dis, mais comment ai-je pu regarder si longtemps des bêtises pareilles? On nous prend vraiment pour des imbéciles. Je suis très vexé quand je regarde une télé. Je dis, mais vous me prenez pour qui, quoi? Et j'éteins, ou je m'en vais, enfin, je veux dire. Donc je regarde vraiment plus la télé, et progressivement, j'écoute plus la radio non plus. Ça commence à être la même chose à la radio. France Inter, il commence à y avoir des publicités, mais c'est honteux, c'est vexant. C'est vexant. Et vraiment, ils nous prennent pour des imbéciles. Et donc, je commence à fuir aussi la radio. J'en ai marre d'être pris pour un imbécile. Donc, je peux pas trop parler du spectacle que donne la télé sur les débats. Ce que je vois de temps en temps. Alors, quelquefois sur Internet, on voit... on se signale entre nous des choses qui sont passées à la télé. Alors je vois passer donc là des extraits, mais c'est vrai que c'est indigent. C'est vrai que c'est indigent. En fait, les parlementaires et les ministres, les acteurs politiques, ne se mettent jamais en danger. Jamais ils discutent avec des gens qui sont pas les leurs, quoi. Ils discutent entre eux. Mais un gars comme moi, jamais ils se mettent en face. Jamais, jamais, jamais. Jamais ils se mettent en face de quelqu'un qui va contester leur légitimité en disant, quelqu'un qui dirait, je ne veux pas être représenté. Vous n'êtes pas légitime pour me représenter. Je suis un adulte, je veux pas de maître. Ils se confrontent jamais à cette parole-là. Jamais, jamais. Et quand ils le font par hasard,
quand il se laisse avoir sans s'en être rendu compte. Je pense au débat que j'avais eu avec Rocard il y a quelques mois. Donc il y avait des caméras, il y avait tout un système de film, hein. Il y avait une prise d'image et de son qui était très sophistiquée, très professionnelle. Et alors c'était vachement bien, hein. Il y avait 600 personnes dans la salle, il y avait un temps de parole pour chacun. Nous étions 4, je crois, ou 5. Et j'avais mon temps de parole pour dire ce que j'avais à dire sur la démocratie, les impostures, les mots à l'envers, le problème de la représentation, la différence entre les maîtres et les serviteurs, etc. Donc je fais mon truc, ça, ok. Et puis ensuite vient le moment où on échange. Et Rocard qui me voit parler, alors, il ne s'attendait pas à ça, il n'avait pas été prévenu qu'il allait avoir un trublion comme ça. On avait 3 ou 4 oligarques et puis un trublion. Et puis, alors je le vois, il devient un peu dur de la feuille. Alors, il prend son oreille dans la main, il penche sa tête, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'était marrant. Il y avait des images marrantes de l'oligarque qui est en train de se faire interpeller publiquement. Et puis il le prend assez bien quand c'est à son tour de prendre la parole. C'est un vieux renard qui le prend en se marrant, qui dit je me souviens plus exactement. Alors, heureusement, on a le son parce que finalement, figurez-vous, par hasard, je sais pas pourquoi, c'est vraiment pas de chance. On n'a pas d'image, les caméras n'ont pas marché. Il y a un problème technique, je sais pas. On n'a pas l'image de ce qui s'est passé. Pourtant, vous allez voir que c'était important ce qui s'est passé. Rocard me répond avec une espèce de pirouette élégante du genre ça fait vraiment plaisir de voir la fureur juvénile d'Étienne Chouard qui finalement redécouvre Rousseau. Ça me rappelle ma jeunesse. Donc ça, tout le monde se marre, c'est vrai que c'est marrant, sympa. Et puis il botte en touche, il répond pas. Et puis je reviens à la charge. Alors, il y a quelques objections sur le processus constituant qui sont pas pertinentes. Donc je reprends la parole et je réponds aux objections. Puis après ça, je sens que la fin arrive et je demande à Thomas Legrand qui animait la soirée, je lui demande un petit moment pour poser une dernière question et puis j'interpelle Rocard et je lui dis mais c'est important ce moment-là parce que ça n'arrive jamais. Les yeux dans les yeux, c'est parfait, je le tiens, il est là, tout le monde se tait, il y a 600 personnes qui regardent, il y a les caméras qui sont braquées, et il ne peut pas faire autrement que m'écouter. C'est rare ça, c'est idéal. Et je lui demande, Monsieur Rocard, en 92, vous nous avez conduit à signer un traité, le traité de Maastricht, pour lequel il n'y a pas eu de débat. Nous n'avons discuté de rien sur l'article 104 qui était contenu dans le traité de Maastricht et qui interdisait définitivement aux États et aux communes, à toutes les administrations, d'emprunter auprès de la Banque centrale à taux zéro, c'est-à-dire sans charge d'intérêt, et qui nous condamnait donc à emprunter au marché financier, à moyennant intérêt, un intérêt ruineux. Cette décision nous a été le moteur permanent alimentant une dette en expansion permanente, qui est une véritable catastrophe qui nous met dans les griffes des marchés financiers. Ma question un peu solennelle, à part le fait que, n'ayant eu aucun débat sur cette question, l'accord que vous avez obtenu, l'accord populaire du référendum, obtenu de toute justesse, hein, mais qui a été obtenu sans qu'il y ait eu le moindre débat sur l'article 104. Il n'y a pas une ligne, on n'a pas parlé de l'article 104, c'est du dol, ça s'appelle du dol, c'est-à-dire une tromperie. C'est-à-dire que quand on obtient l'accord, la signature sur un contrat, d'un contrat dont on n'a pas tout dit, on n'a pas dit l'essentiel, on a caché l'essentiel, en droit, ce contrat est nul et non avenu. Il ne compte pour rien. Le traité de Maastricht, de ce point de vue, à mon avis, est une escroquerie, un dol, une tromperie, et il ne compte pour rien parce que l'essentiel nous a été caché. On a obtenu notre accord, oui, nous avons voté oui, mais comme on ne nous avait pas dit ce qu'il y avait dedans, on n'a pas eu de débat sur ce qu'il y avait dedans, l'article 104 nous est passé sous le nez sans que nous le voyions. Indépendamment de ça, M. Rocard, est-ce que vous étiez au courant à l'époque? Est-ce que vous saviez qu'il y avait l'article 104 et est-ce que vous saviez que c'était une catastrophe? Autrement dit, est-ce que c'était une erreur, une incompétence, ou est-ce que c'était une trahison? Parce que vous le saviez. Silence. Et alors là, il tousse, parce que là, c'est à lui, et il dit oh, ça fait plusieurs questions, je vais commencer par les questions de la salle, et il ne répond pas à ma question. Le spectacle du petit citoyen lambda qui interpelle l'oligarque, le traître, sur sa trahison précise,
euh, et qui obtient rien comme réponse, ce spectacle-là, il est pédagogique, je crois. Et il est rare. Quand ça arrive, rarement, vous voyez, même on perd les images, on n'a plus que le son. Alors on trouve le son sur le net, hein, je l'ai mis. Heureusement qu'il y avait un virus qui enregistrait le MP3. Le MP3, on l'a. Bon, enfin voilà. Donc le spectacle des débats à la télé, il est effectivement affligeant parce qu'on n'arrive pas à interpeller vigoureusement nos prétendus représentants qui sont en fait des traîtres absolus, des traîtres au service des banques, contre l'intérêt général. En tout cas, l'anecdote est très intéressante et j'écouterai attentivement cet entretien. J'étais passé à côté, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas eu d'image justement, que les images avaient disparu de manière étonnante. Alors on va accueillir à nouveau Laurent qui tout à l'heure a été coupé. Maintenant il était avec nous, il va pouvoir s'exprimer. Désolé de l'attente Laurent, on t'écoute. Oui, allô. Oui, Laurent. Rebonjour à toi, on t'écoute. Bonjour Étienne Chouard. J'espère que ça ne va pas recouper de nouveau. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment absorbé le discours de M. Chouard et ses théories depuis 2 ans à peu près. J'essaie de convaincre autour de moi et de jouer mon rôle de gentil virus, et c'est pas tous les jours facile. Et malgré tout, je reste profondément convaincu, je continue mes recherches, ma désinformation, on va dire. Et j'aimerais que M. Chouard me dise qu'il pense du fait de ma conviction que en fait c'est le destin de l'humanité même que d'arriver à fixer des limites au pouvoir pour finalement trouver le bon chemin au bout d'un moment, ce qu'on n'a pas connu à l'échelle de l'humanité, en tout cas, ça c'est sûr, jamais. On remarque depuis 10-15 ans à peu près, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous, hein, je pense que c'est effectivement le destin de l'humanité qui se joue là. Ouais, je pense. Et en fait, on remarque depuis 10-15 ans en France, et de plus en plus, notamment en Grèce ou en Italie depuis les 5 dernières années, que les gens se regroupent naturellement pour se démerder, pour survivre, pour échanger au maximum au niveau de quartiers, au niveau de petits villages, de fermes, de lieux-dits, etc. Et que ça se voit de plus en plus, notamment, il y a les colibris là, en Dordogne de M. Rabi, qui ont réussi à être finalement au niveau local, au niveau d'un village, à être indépendants au maximum, on va dire, de ce qu'ils peuvent. Et malgré tout, avec ce qu'ils ont fait, on va dire qu'ils sont dépendants aux 3/4 du système, c'est-à-dire au niveau énergétique, au niveau agroalimentaire, éducatif, etc. Bon, peut-être qu'ils payent toujours des impôts, je sais pas, mais c'est sûr qu'ils sont pas indépendants à 100%. Mais, comment dirais-je, si ces idées marchent au niveau local et qu'elles sont copiées dans le lieu-dit d'à côté, dans un premier temps, alors bien sûr que ça va prendre 300 ans, hein. Ça va prendre 300 ans, mais en étant copié et que ça marche à droite à gauche jusqu'à en avoir une cinquantaine dans chaque département, ils vont réussir par derrière à s'organiser donc entre eux et à s'échanger entre eux à l'intérieur de chaque localité, vont finir par se multiplier et finalement arriver à communiquer entre elles et partager entre elles également, jusqu'à avoir au niveau d'un département une multitude de localités qui s'entraident et à avoir chacune un représentant, je dis bien représentant, pas un chef. Il les représentera donc au niveau supérieur du département et qui défendra les intérêts de chaque citoyen qui se gèrent eux-mêmes dans leur localité, voyez-vous. Et au niveau, au cours des décennies, voire des siècles, ça se multipliera dans tous les départements pour faire des représentants de départements qui s'uniront au niveau des régions jusqu'à avoir un représentant national et qui pourra garder son pouvoir et, entre guillemets, qui sera géré à chaque fois par le niveau inférieur, qui sera géré lui-même par le niveau inférieur jusqu'à arriver à la base de la pyramide. Et là, la pyramide serait renversée. Et quand ça marchera au niveau national et que ce sera copié dans d'autres pays, encore quelques siècles supplémentaires, on arrivera à une mondialisation dans le bon sens, où chaque pouvoir sera géré par le niveau inférieur, qui sera géré à chaque fois, au bout du compte, par les citoyens. Voilà, je voudrais avoir ce que M. Chouard en pense, si éventuellement on pouvait accentuer cette théorie en plus,
Et aussi savoir ce qui s'est passé vendredi, parce que je crois qu'il était vendredi à Paris. Je suis encore à Paris là. Y aller. Vous êtes encore? Moi, je suis en Seine-et-Marne, voyez-vous, donc je suis pas très loin. Mais j'ai pas pu vendredi venir. Et en tout cas, voilà, je voulais vous dire que moi, je suis un peu ému là aujourd'hui de vous avoir, parce que j'ai entendu que vous étiez en direct, je me suis dit je saute sur mon téléphone. Mais je suis au boulot là. Et en tout cas, je voulais vous dire qu'à mon avis, c'est vraiment la destinée de l'humanité, ça. Et que voilà, comme vous le dites, hein, c'est une éducation populaire à faire, etc. Voilà, je vais vous écouter, je vais raccrocher. Et j'espère à une prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est de ce niveau d'importance, le dessin d'humanité. Oui. C'est-à-dire que l'évolution des pouvoirs, des abus de pouvoir et des guerres, la taille des guerres, la violence des guerres, la taille des massacres, les chiffres des massacres vont tellement en grandissant avec la toute-puissance de plus en plus absolue des personnes morales, puisque nous avons inventé un monstre qui s'appelle les personnes morales. Donc c'est les entreprises qui ont une faculté de concentration des capitaux qui nous laissent sur le carreau et qui finalement opposent les personnes physiques à des monstres d'une puissance qui est inaccessible. Je crois qu'en créant ces monstres, on a fabriqué possiblement ce qui va nous tuer ou ce qui va nous condamner aux travaux forcés plutôt, parce que ces monstres ont besoin de nous pour travailler, comme on a besoin d'énergie, on va servir de force pour créer ce dont ils ont besoin, mais sans que nous comptions pour rien. Et si on s'oppose, on aura la guerre, c'est comme ça à chaque fois. Lisez Guillemin, vous allez voir l'histoire de la guerre de 1870, l'histoire de la guerre de 14, l'histoire de la guerre de 39-40. À chaque fois, c'est les banques, à chaque fois, c'est les riches, les centres-gauches, entre guillemets, qui déclenchent les guerres sciemment pour se débarrasser de la cariatide qui est en train de bouger. Donc ça va à nouveau se passer. Enfin, le problème, c'est qu'on ne voit pas pourquoi ça ne se passerait pas, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui a changé qui ferait que ça ne se passerait pas? J'ai peur de ça. Et donc, si on arrivait à être des millions à enfin écrire nous-mêmes les règles du pouvoir, donc on pourrait couper le cordon qui permet, la procédure qui permet aux riches de prendre le pouvoir, c'est le suffrage universel, le faux suffrage universel. Ce qui permettrait d'empêcher les riches de contrôler le pouvoir politique, ce serait un vrai suffrage universel. Les gens qui votent leur loi, au lieu de voter pour des maîtres. Et ça, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Si on va assez vite, peut-être que ça arrivera assez vite avant la guerre, je ne sais pas. Mais effectivement, il me semble que l'enjeu est planétaire et dramatique. Sur les expériences, elles sont complémentaires. Je pense qu'elles ne nous dispensent pas d'écrire la Constitution, mais elles sont sympathiques, ravigotantes, elles donnent de la force. À la fin de votre description, je sentais ce que je préconise, qui est la fédération, quoi, hein, c'est-à-dire que nous devrions instituer une démocratie communale au niveau des communes, avec une indépendance communale, et puis ensuite regrouper les forces des communes entre elles avec une fédération. Et une fédération donc, qui part de la base, et où à chaque fois qu'on monte d'un niveau, on contrôle le niveau supérieur, je dis bien on contrôle le niveau supérieur, c'est la base qui contrôle ce qu'il y a au-dessus, et pas le contraire, jusqu'au niveau national, puis européen, enfin continental, puis mondial. On pourrait dire une pyramide inversée ou pas forcément inversée. Forcément l'image de la pyramide. Alors on pourrait l'inverser si vous voulez, mais moi ça me gêne pas de faire partie du peuple à la base, c'est-à-dire à la fondation. Et si je me suis débrouillé pour organiser une rotation au sommet, à la pointe qui est en haut, mais qui est en rotation permanente et qui donc ne peut pas devenir un chef permanent et autoritaire et arbitraire, ça ne me dérange pas d'avoir des gens au-dessus de moi. Hein. Surtout si j'en garde le contrôle permanent, quotidien, et qu'à tout moment ils sont révocables. Ça ne me gêne pas d'avoir au-dessus de nous un pouvoir qui s'impose à nous
à condition qu'il soit sous un contrôle sourcilleux d'une autorité qui n'est pas sous ses ordres, évidemment. Voilà, donc comment ça s'est passé vendredi? Euh, Très bien, c'était vraiment très bien. Je suis arrivé un petit peu en retard, je ne pouvais pas être là à l'heure, mais ce que j'ai vu, c'était vraiment stimulant et beaucoup de jeunes gens. C'était, c'était intéressant, c'était bien. J'ai découvert Alexandre Contos, avec qui j'avais parlé assez longuement au téléphone avant, et puis que j'ai revu 5-6 heures hier encore, et qui est quelqu'un d'absolument passionnant, qui connaît la Grèce antique comme sa poche, et qui est un puits de science, et qui défend le tirage au sort depuis des décennies, bien avant nous, et qui est tout content de voir enfin cette idée à laquelle il tient tant émerger enfin, avec tant d'énergie, tant de jeunes gens. Tout ça est bien sympa. Euh, donc ça c'était vendredi, et samedi le colloque sur Guillemin était un moment merveilleux, un bijou, une journée épatante. Ça a été très intéressant. Il y a eu 5-6 heures 7 heures je crois de vidéos qui ont été prises. C'était très très riche, très intéressant. C'est sur Guillemin et Robespierre. Donc on avait là quelques historiens robespierristes qui ont été vraiment très très intéressants. Il y en a un notamment qui m'a frappé, marqué, qui s'appelle Olivier Blanc et qui nous a parlé des espions de la République, qui était un exposé très serré parce qu'il n'avait pas le temps, il avait mal calibré son truc. Donc il était obligé de parler très vite. Et en lisant ses notes, alors c'était un petit peu... Mais ce qu'il disait était tellement important, c'était très important. Il décrivait les manœuvres de corruption et de zizanie organisées par les Anglais, les Prussiens, dès le début de 89, pour que les groupes à la Constituante, les Montagnards, les Girondins, les Jacobins, tout ça, se mangent le nez avec des espions qui sèment littéralement la zizanie, en s'accusant mutuellement, en créant des violences, en appelant à l'insurrection, ou au contraire en freinant. Enfin, l'organisation de la zizanie, la désorganisation de la révolution, vue de l'étranger, payée par l'étranger avec des fortunes, et Barère en centre de la corruption, Barère en épouvantable affreux Jojo. Ah, c'était vraiment passionnant ce truc-là. Il faut absolument que je réécoute ça parce que c'était tellement dense que bon, j'arrivais plus à noter. Et puis il faut le réécouter. C'était vraiment très intéressant. Il écrit un bouquin qu'il faudra se procurer. Donc c'était vraiment bien aussi, très chaleureux, très, très émouvant la journée sur Guillemin, samedi. Et donc les vidéos de ces 2 journées seront disponibles sur Internet prochainement? Prochainement, voilà. Le gars qui a filmé est quelqu'un qui travaille très bien, qui est très soigneux, très, très efficace. C'est un magicien de l'image et normalement devrait avoir une bonne captation. Il est un petit peu inquiet sur le son, mais sur l'image, il était content. Donc ça, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. C'est dans une belle salle, quartier latin. Alors il nous reste encore un peu plus de 20 minutes à passer ensemble. Peut-être pas tant que ça, il faudrait que je parte à moins 10, moins 5. Bien, on va prendre un dernier auditeur. Alors, désolé pour les très très nombreux appels qu'il y a eu. J'ai préféré, et je pense que tu le préfères aussi, Étienne, que chaque auditeur puisse poser ses questions et que tu puisses leur répondre longuement. Oui, il faut que je fasse plus vite, il faut que je réponde plus vite. Plutôt que d'avoir 15 auditeurs et de passer tout ça en 15 minutes, de se dépêcher. C'est pas bien ça. C'est quand même plus intéressant de prendre le temps. Donc, on va accueillir Pierre à présent. Oui, bonjour. Bonjour Pierre, on t'écoute. Je suis de ce que tu as dit sur ce qui a été dit sur Montaigne, je crois, qui a dit qu'on apprenait plus des fous que des sages, un truc de genre-là. Oui. Alors, moi, j'ai pris un psychique, alors les sages ont plus... j'ai parfois des idées. La phrase exacte. Je peux même dire que, oui. Les sages ont plus à apprendre des fous que les fous des sages. Voilà. Bon. Alors, ça se discute. Enfin, bon, j'ai moi des problèmes psychiques. J'ai été à l'hôpital pas mal de temps. Des gens qui ont des problèmes psychiques, j'en ai rencontrés. Il y en a qui ont des idées vraiment particulières, si on peut dire. À mon avis, on a peu plus apprendre des sages que des fous. Hein. Les fous, dans le Torah, on dit qu'on va prendre de tout le monde, d'accord. Mais enfin, en général, quand même, en général, on apprend quand même beaucoup plus des sages que des fous, à mon avis. Bon, ceci dit... Pierre ? Oui. L'idée de Montaigne qui est vraiment stimulante, je trouve, c'est que on apprend mieux en s'opposant qu'en suivant un modèle. C'est une question de folie, là, et qu'on peut être opposé sans être fou, enfin, je vois pas le rapport. Non, mais quand je vois quelqu'un que je considère comme fou, mais c'est pas forcément, je pense pas qu'il pense au fou au sens clinique, au sens médical, au fou, c'est-à-dire celui qui se trompe pour l'instant, celui qui donne l'impression de se tromper, m'apprend plus
par l'erreur que je vois et les conséquences de l'erreur, et puis que j'intègre en m'y opposant, en disant ça, il ne faut pas faire ça, ça m'apprend plus que de voir le modèle inverse, que de voir le gars qui fait bien et puis tout se passe bien, ça m'apprend moins que de voir quelqu'un en train de se tromper et qui subit ses erreurs. Il peut te tromper toi-même, c'est ça le risque. Alors que le type qui est dans le vrai, autant l'écouter s'il est vraiment dans le vrai. Enfin voilà, bon, ceci dit, je téléphone aussi pour dire que le système actuel a ses défauts dans les démocraties, ou supposait-elle, mais si au moins le système marche normalement, on pourrait peut-être plus juger s'il était viable ou non, s'il est vraiment, pas viable, mais s'il est vraiment satisfaisant ou non. Mais il fonctionne très bien là. La Chambre des députés est vide au 9/10. Alors les lois, ils les votent électroniquement probablement, mais les amendements, qui sont plus ou moins importants, sont votés à main levée souvent, avec un 10% même pas des députés qui devraient faire vraiment les lois et tout. Normalement, ça avait toute la France qui est représentée par les députés, la population. Alors c'est même pas un dixième qui vote les amendements souvent. Mais les choses marcheraient pas mieux si la Chambre était pleine, Pierre. C'est des traîtres à la patrie. Qu'elle soit pleine ou vide, de toute façon, c'est des traîtres. Enfin, je pense, c'est des gens qui sont au service de ceux qui les ont fait élire, c'est-à-dire les banques, qui servent les banques. Ces gens-là servent les banques. Enfin, si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne le verrez jamais. Aujourd'hui, c'est... De toute façon, quand une banque fait faillite, on sait que c'était une mauvaise banque en général, non, mais... une fois évidente. Non, mais... des banques, il faut savoir bien la choisir, à mon avis. Non, mais les banques, c'est des crimes contre l'humanité. Une banque privée, il faut plus avoir de banque privée, Pierre, je crois. Il y avait ça chez les cocos, il n'y avait pas de banque. Et c'est quoi, c'était un bon système chez les cocos? Non, pas du tout. Les communistes. Non, mais j'ai pas besoin. Il n'y a pas de système communiste. Il n'y a aucun système communiste. Il n'y en a pas qui a existé. Enfin, les kibbutz peut-être, quelques communautés dans le Larzac, mais il y a la Russie soviétique, la Chine, le Cambodge, tout ça, c'était pas des communistes. C'est des régimes, des régimes de fous. C'est des casse à gueule, ça n'a plus rien de collectiviste, les kibbutz. D'ailleurs, ils sont politisés plus ou moins maintenant. Ça s'est cassé la gueule. Ouais. Ça marchait un temps et puis maintenant ça marche plus. Oui, voilà. Enfin, donc, faut essayer de comprendre pourquoi. Mais ça paraît moins grave que ce que vous mettiez en évidence l'Union soviétique ou la Chine pour considérer que l'idée communiste est absurde. Mais vous savez, l'idée communiste, enfin, à mon avis, elle est bonne si on la veut. C'est-à-dire que vous l'avez vécu vous-même dans votre famille. Dans notre famille, dans toutes les familles, on est communiste. On partage, on vend pas ce qu'on offre, on donne et on se protège, on s'entraide dans une famille. Et donc tout le monde a connu. Oui, mais si on a les moyens de donner, c'est qu'on l'a acheté quelque part. Oui, voilà, tout à fait. Mais dans une famille, quand vous travaillez pour votre famille, vous ne demandez rien en échange. Quand il y a un enfant qui est handicapé, vous vous en occupez plus, vous ne le jetez pas à la poubelle parce qu'il est handicapé. Dans une famille, on vit le communisme. Ce que je veux dire, c'est que c'est mal quand c'est imposé le communisme. Ça devient un bain de sang quand on se met en tête d'imposer le communisme aux autres. Alors là, effectivement, ça ne marchera jamais. Mais si nous décidons de vivre ensemble et de partager, comme on le fait dans le cadre de la famille, ça peut beaucoup mieux marcher, non ? Je ne vous parle pas, ça ne m'effleure pas de vous l'imposer. On ne voulait pas. Comment ? Enfin, à la fin, ça s'est cassé la gueule, mais bon, en tout cas, en URSS, dans les pays de l'Est. Mais je veux dire, c'était pas communiste. Pas démocratie d'élection. C'était pas communiste, l'URSS. On peut pas se débarrasser facilement. Si on n'est pas d'accord, on ne peut rien faire. Oui, tout à fait, mais c'est une horreur. Le système soviétique était épouvantable, je ne le défends pas du tout. Et je pense que ce n'était pas une expérience communiste. Oui, bon. Au sujet de ce que tu as dit, que tout le monde pouvait faire une constitution, moi j'en suis incapable. Je ne veux pas être méchant envers moi-même, mais je sais pas, beaucoup sont vraiment dans mon cas. Il faut quand même avoir de bonnes connaissances en économie, en politique, pas du tout, tout ça pour pas faire du une tout. constitution. Pas du tout. Les ateliers constituants, alors je comprends que tu le penses. Et c'est pas grave, je veux dire, c'est peut-être moi qui me trompe, mais je suis prêt à relever le défi de te montrer que tu es tout à fait capable et que tu... Ouais, je comprends... La constitution que je peux plus répondre alors, je sais pas ce qu'elle vaudra. Comment ? En plus, quand j'ai des problèmes psychiques, en plus, donc ça risque de pas être triste. Ça me fait pas peur. Enfin, quand je vous disais parfois, c'est pas que j'interviens sur les radios, mais enfin, je veux dire, de là enfin bon, voilà. J'espère que je suis un président de la République, ni rien de tout ça, parce que ça serait pas triste. Voilà, je serais pas au niveau, et comme j'ai des problèmes et tout, voilà. Voilà. Et j'ai quand même compris quelque chose d'important sur la folie, c'est que le principal problème de la folie, c'est basé sur des croyances absurdes. C'est le principe de la folie, ça marche sur ça. Alors depuis que j'ai compris ça, ça va quand même mieux, je crois. Oui.
Bon. Et l'absurde, c'est ce qui est impossible finalement. Quoi, des choses qui sont impossibles, ça tient pas de la route. J'aimerais entendre la réponse d'Étienne quand tu dis, Pierre, moi-même, je ne suis pas capable, je n'ai pas de connaissances en économie, je n'ai pas de connaissances en droit constitutionnel, donc je ne peux pas écrire une constitution. Vous alliez répondre, Étienne, tu disais, Pierre, moi je t'apprends, si tu veux, on en discute. Non, Voilà. non, mais j'ai pas besoin de lui apprendre. Non, j'ai pas besoin d'apprendre. C'est pas un cours. Les ateliers constituants, c'est pas un cours. C'est un travail collectif. On bosse ensemble sur on prend les articles de constitution existants en Suisse, en France, aux États-Unis, au Venezuela. On prend des articles, on prend un article existant, 2, 3, 4 articles. On les étudie, on les lit ensemble. On s'aperçoit que c'est pas si compliqué. Et on se met en tête d'écrire nous-mêmes l'équivalent pour nous en réglant les problèmes qu'on a identifiés en lisant les articles. On dit, mais attends, mais ça c'est un problème, comme ce serait mieux si c'était comme ça. Alors on l'écrit en corrigeant. Et les ateliers constituants sont la démonstration, apportent la démonstration de ce que je dis. Des gens dont c'est pas le métier y arrivent très bien. Et pourtant, ils sont pas... Il faut quand même avoir une vue d'ensemble des problèmes non. économiques et politiques du pays, sinon ça se casse la gueule. Non, Pierre. Bon. Non, mais Pierre, je vous promets que non. Enfin, de dire un truc comme ça, c'est un peu démagogique à mon avis. Hein. C'est un peu quoi? Démagogique. Dire, chacun peut être génial et tout, pond des trucs et tout. Enfin bon, ça me... Non, mais voilà. démagogique, ce serait démagogique si je cherchais à avoir le pouvoir. Démagogue, c'est celui qui ment au peuple pour avoir le pouvoir en lui mentant. Je ne cherche pas à avoir le pouvoir. Donc je veux juste discuter avec vous. Je refuse le pouvoir. Comme on refuse la drogue. Donc je ne suis pas démagogique. Simplement, en plus, je prouve parce que je sais que je peux me tromper, Pierre. Hein, et les ateliers constituants, je les ai imaginés pour justement vérifier que je ne me trompais pas. Et ça marche, Pierre. Des gens qui débarquent et qui viennent jouer le jeu avec moi, qui disent bon, on va essayer, y arrivent. Alors, comment on fait? Bon, je sais pas ce que veut leur constitution, elle n'a pas été appliquée, on n'en sait rien. On peut faire des constitutions qui ont l'air de tourner rond et ça tourne pas rond du tout. Ben oui, voilà. C'est bien joli de dire j'ai pondu un truc merveilleux. Mais Pierre, la constitution qui a été écrite par les professionnels de la politique ne tourne pas rond du tout. Donc si les professionnels ne sont pas capables d'écrire une constitution qui fonctionne, pourquoi on n'essaierait pas de le faire nous-mêmes exactement? Vous avez peut-être raison, Pierre. Hein, je me trompe peut-être, mais je trouve que ça vaudrait le coup d'essayer. Parce que pour l'instant, ça va si mal. Ils ont si lamentablement merdé, et évidemment merdouillé, que on va avoir du mal à faire pire, quoi. Hein. Surtout que je vous dis, c'est frappé au coin du bon sens. Ce qu'ils écrivent, c'est exactement ce dont on a besoin. Des mandats courts, non renouvelables ou peu renouvelables, des élus qui rendent des comptes, qui sont punis quand ils n'ont pas rendu des comptes ou quand ils rendent des comptes mauvais. Une initiative populaire qui est toujours possible. C'est pas bien compliqué, vous savez, Pierre. Hein, c'est pas compliqué ce qui nous manque. Hein. C'est juste les élus en veulent pas parce que c'est contre leur intérêt personnel. Mais c'est pas compliqué. C'est pas techniquement compliqué. Il s'agit pas. Je ne parle pas de prendre les décisions politiques au jour le jour. Je vous parle de la Constitution, c'est-à-dire des règles qui vont permettre de garder le contrôle de nos élus. Bon, ça, c'est pas compliqué, hein. Vraiment pas compliqué. Il est parti. Oui, il est parti, Pierre. Il a été coupé par la technique il y a juste quelques secondes. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça a répondu à sa question. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission. Un mot pour conclure, Étienne. Quel message vous avez envie de passer aux auditeurs avant de refermer cette émission? Je pense qu'on n'a pas de problème technique. On a bien identifié nos problèmes techniques. On a les solutions techniques. En tout cas, on a plein de solutions d'ailleurs variées, techniques. Il y a plusieurs options, tout est prêt. On a par contre un problème politique. On a un problème politique. On n'a pas plusieurs problèmes techniques. On a un problème politique. Notre problème, c'est que nous n'avons pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution. Et si on en veut une, il faudra l'écrire nous-mêmes.
Donc, il faut qu'on s'y colle, il faut qu'on arrête de parler de recettes de cuisine à la maison, ou de parler de foot, ou de conneries, je sais pas, moi, ça urge. Il faut qu'à la maison, on change nos sujets de conversation, et en nous-mêmes, quoi, hein, qu'on s'en occupe, qu'on s'occupe de... Si on avait la possibilité de reprendre le contrôle de nos acteurs politiques, qu'est-ce qu'on écrirait comme règle? Parce que c'est bien gentil de râler en disant ils sont tous pourris. Mais qu'est-ce que vous écririez comme règle si vous aviez le pouvoir d'être constituant? Et en travaillant à ça, en prenant une feuille de papier, en écrivant, en rejoignant ceux qui le font déjà, et en organisant vos propres ateliers constituants, et puis en les mettant en commun sur des sites qui regroupent les expériences, vous faites monter votre niveau et le niveau de vos proches, des gens qui sont autour de vous. Et puis nous sommes en train de muter, de devenir constituants. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc important, inédit dans l'histoire des hommes. Je ne sais pas encore jusqu'où ça ira, ça dépend de vous. Ça dépend de nous tous, individuellement. Moi, je me donne un mal de chien, je fais ce que je peux, mais si je suis tout seul, il ne se passera rien. Voilà, ça ne changera rien. Si je suis tout seul, il ne se passera rien. Bon. Et je ne cherche pas le pouvoir, je cherche à nous sauver de la débâcle et des injustices. Cultivez-vous, apprenez, travaillez. Voilà. Et devenez constituant, voilà, occupez-vous, prenez le problème par le bon bout, commençons par le commencement. Comment on va faire pour instituer notre puissance? Puis on verra ce qu'on fait avec après. On peut rappeler de votre invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Étienne. On peut rappeler le site internet du Plan C? Il suffit de taper Chouard, vous tapez CHOURD sur Google et vous tombez au bon endroit. Ça s'appelle le Plan C, c'est etienne.chouard.free.fr/Europe avec un E majuscule. Mais il n'y a pas besoin de taper tout ça, on fait Chouard sur Google et on arrive au bon endroit. Voilà, Étienne Chouard était avec nous aujourd'hui. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je m'excuse une dernière fois aux très nombreux auditeurs qui auraient voulu poser leurs questions, mais voilà, on a préféré plutôt répondre. On peut le faire sur les forums. Hein, voilà, on peut le faire sur les forums exactement. On peut t'interpeller sur Facebook aussi, Étienne. Sur le blog. Voilà, il y a vraiment, Internet est devenu un lieu de débat aujourd'hui pour ces questions-là. Donc saisissez-vous des outils et l'avenir sera sans doute à nous. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous. Salut.